Dans cette vidéo, je te montre comment je pilotais le marketing d'une boîte faisant plus de 300 000 € par mois, donc plusieurs millions par an, en seulement 4 heures par semaine. Oui, 4 heures de pilotage. Alors, ça ne veut pas dire 4 heures de travail dans la semaine, évidemment qu'il y a plus que ça, mais en 4 heures de pilotage, parce que dans une équipe marketing, il y a deux choses qui sont très différentes. Premièrement, il y a l'exécution. Et deuxièmement, il y a le pilotage. L'exécution, ça va être l'exécution sur les pubs, sur le copywriting, l'exécution sur les funnels, les créatives, l'exécution sur le media buying. Et le pilotage, c'est autre chose. C'est regarder les chiffres, c'est anticiper le futur, c'est identifier les problèmes présents, les résoudre, décider quoi tester et orienter toute l'équipe sur une stratégie. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment moi je structurais ma semaine de pilotage en 4 heures et comment toi tu peux faire la même chose. Et reste bien jusqu'au bout puisque tu vas voir que dans cette vidéo je vais te montrer les deux fichiers que j'utilisais pour piloter tout le marketing de cette boîte et tu vas pouvoir les récupérer. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas pouvoir les comprendre, les utiliser pour toi aussi, gagner du temps et piloter les business de tes clients. Et franchement, ce Google Sheet, c'est des années de travail, des années de pilotage pour arriver à un résultat pareil sur OK, on a besoin de ça et tout ce bruit, tout ce dont on n'a pas besoin, on le jette. On a besoin de ça sur chaque pôle. Et ça prend du temps à arriver à un truc parfait qui te permet vraiment de piloter en 4 heures par semaine. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Et surtout, quand je dis piloter, c'est anticiper aussi. Et ça, ce fichier, il te permet d'anticiper. Et ça, c'est incroyable de pouvoir anticiper. Et avant de te montrer, peut-être que tu te poses une question. Tu te dis, mais comment est-ce que je faisais en 4 heures par semaine? En fait, le truc, c'est que la plupart des responsables marketing, ils mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à créer des landing pages, à répondre sur Slack, à valider des créas, à regarder des dashboards, etc. Donc, ils travaillent beaucoup, oui, mais le marketing n'est jamais réellement piloté. Et c'est ça, en fait, le souci. C'est que tu as beau mettre les mains dedans, il faut à la fois avoir les mains dedans et il faut à la fois savoir avoir du temps pour piloter. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais te montrer. On va voir la structure exacte de ma semaine de pilotage. On va voir les fichiers que j'utilisais pour diriger tout le marketing. On va voir comment faire pour qu'une équipe exécute correctement pendant que le pilotage reste clair. Et on va voir également les améliorations que je pourrais faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Donc, commençons par mon agenda. On voit que ici, les blocs en jaune, ce sont les blocs de pilotage. Donc, c'est ma routine, c'est bloqué dans mon agenda. Donc, je prends 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, une demi-heure le mercredi et 1 heure le vendredi, ce qui donne 3h30. Donc déjà, j'ai dit 4 heures, mais on est à moins de 4 heures. Déjà, première surprise. On voit ici en haut que j'ai deux fichiers que je vais te montrer que tu vas pouvoir récupérer également. Ce qui est important ici, c'est que dans chaque invitation, en fait, j'ai pas à réfléchir. C'est-à-dire que ici, je vois absolument tout ce que je dois faire. Donc là, j'ouvre le fichier que je dois ouvrir, le dashboard hebdo. OK, donc ce fichier ici. Je remplis les colonnes, je check les alertes. S'il y a des alertes, j'ai des actions à faire, etc. Et donc, je n'ai pas à réfléchir pour ma semaine de pilotage. Donc, je vais d'abord remplir ce fichier. Et donc, ce fichier, on va le parcourir ensemble. On voit ici qu'il y a 9 sous-onglets à ce fichier. Donc, il y a 9 sous-onglets. Pourquoi est-ce qu'il y a 9 sous-onglets? Parce qu'on a besoin d'avoir le plus général de l'entreprise et on a également besoin d'avoir en fait, tous les départements, tous les pôles qui constituent le pôle marketing. Donc, à savoir la newsletter, les broadcasts, les automations, Instagram, le pôle média, les funnels, les A/B tests, les événements de conversion, etc. Donc tout ça, ça va être des choses qu'on va vouloir mesurer individuellement pour prendre le pouls, prendre la santé et on va avoir le pulse général global de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont évidemment des données fictives, OK? J'ai modifié absolument toutes les données, comme ça on reste sur de la confidentialité. Alors la première chose que je faisais ici, je vais zoomer un petit peu, c'est de regarder en fait par rapport à la semaine, en cours, au moment où je regarde, c'est qu'en fait on a des objectifs de lead par semaine, des objectifs de call, des objectifs de nouveaux CA encaissés par semaine et de retour sur investissement court terme. Pourquoi? Pour gérer la trésorerie tout simplement. Parce que si on dépense de l'argent en pub aujourd'hui avec les charges de l'entreprise, etc., et que on ne fait pas attention au retour sur investissement court terme, on risque en fait d'avoir un effet ciseau et de mettre l'entreprise en danger. Donc, on veut surveiller cet indicateur. OK? C'est important, notamment quand tu as une entreprise de cliente avec qui tu travailles toi aujourd'hui, qui a des cycles de vente longs. Donc, par exemple, sur du e-commerce, généralement, les gens ils voient une pub, ils achètent. Donc, tu peux directement attribuer la pub à la vente, cycle de vente de moins de 7 jours. OK? Peut-être que c'est moins utile que sur des cycles de vente longs où parfois les gens mettent plus de 3 à 6 mois à se décider. OK? Donc ça, c'était important. Ici, je regarde les objectifs de la semaine et je regarde en fait
un peu tous les jours où on en est. Je vais remplir. OK, on a 300 leads et l'objectif, c'est 400. Donc, on est par exemple ici à 75% de l'objectif. Et ce qui est important ici, c'est que en fonction du jour, donc par exemple là, si je marque qu'on est vendredi 13 au moment où je fais cette vidéo, si je note que le vendredi 13, si on n'a que 100 leads, là, on va être très en retard puisque on a mis du lundi au vendredi, il y a 5 jours et on a mis 5 jours pour atteindre 100 leads. C'est-à-dire que dans 2 jours de plus, bah, on va atteindre, si on suit une trajectoire linéaire, seulement 140 leads. Je peux, de manière proactive, m'alerter en fait chaque jour sur OK, si on continue comme ça, on va droit dans le mur par rapport au nombre de leads. Et c'est pareil par rapport au nombre de calls, pareil par rapport au CA, pareil par rapport au retour sur investissement. Et sur le retour sur investissement, il n'y a pas forcément besoin de projection. Donc par exemple ici, donc là on est vendredi 13, c'est-à-dire que si je mets qu'on a 300 calls, on est on track, on va finir la semaine à 420 si on continue comme ça. Par contre, si j'avais mis 250, on était en retard parce qu'on allait finir à 350 à ce rythme-là. Donc à chaque fois que ici, j'ai une alerte, bien, je réagis et je vais regarder plus en profondeur. Donc là, ça me permet de piloter l'entreprise déjà à ce niveau-là. Ensuite, ici, chaque semaine, eh bien, je vais regarder le détail de toutes les datas qui sont importantes pour moi en tant que marketeur. Donc, à savoir, par exemple, là, du 1er au 4, je regarde le spend méta, je regarde le nombre de leads méta, le nombre de calls méta. Et là, ce qui va être important, c'est que j'ai 2 indicateurs. J'ai l'indicateur, le nombre de calls qualifiés sur le nombre de calls et le nombre de calls qualifiés par rapport à un autre outil qui mesure également le nombre de calls qualifiés. Donc, Airos ne va pas calculer de la même manière le nombre de calls qualifiés que Monday. Sur Monday, on a d'autres types de critères qui fait que généralement, on va avoir des datas qui vont ressembler à ça, par exemple. Donc, je vois que j'ai des calls, mais j'ai pas tant de calls qualifiés que ça. OK. Ici, je veux voir mon coût par call quali, je veux voir mon retour sur investissement et mon new retour sur investissement. Pourquoi c'est important de voir le new retour sur investissement? Parce qu'on veut faire la différence entre des paiements en plusieurs fois, des gens qui rachètent chez nous et qui upsell sur d'autres programmes et les nouvelles ventes que les publicités et l'écosystème de contenu apportent. Donc, je veux voir le new retour sur investissement pour voir si on est bon. Ensuite, je veux voir le time to sell en jours, le lead to call. Donc, généralement, lead to call, on veut être minimum à 10%. Donc, c'est-à-dire sur 100 leads, je vais avoir 10 calls. Donc ça, tout ça, ça va être des datas qui vont être plutôt reliées à Meta. Ensuite, je passe à YouTube. YouTube, ici, je veux voir pareil, le spend, le nombre de leads, le nombre de calls, le coût par call quali, le retour sur investissement, le new retour sur investissement. Pourquoi? Parce que YouTube, généralement, aujourd'hui, par rapport aux stratégies actuelles, c'est dans beaucoup de boîtes un canal de retargeting. Et donc, en NewROS, généralement, c'est moins important. Également, le canal setting, combien le setting m'a rapporté. Ensuite, je calcule l'indicateur global, le nombre de coûts de calls totaux, le CA new et le CA total. OK, c'est pas les mêmes indicateurs. Le CA new, c'est combien de new cash j'ai encaissé cette semaine. Le CA total, c'est combien de CA est-ce que j'ai fait cette semaine. Ensuite, si je dézoome, on a ici l'historique des alertes critiques des 16 dernières semaines, puisque je regarde au trimestre. Donc, qu'est-ce qu'une alerte critique? Si les leads, on en a moins sur une semaine, si on en a moins de 200, si les calls, on en a moins de 60, par exemple, si le CA encaissé, il est inférieur à 70 000 € sur une semaine, c'est critique. Si sur 70 000, on a moins de 19 000 de profit, c'est critique. Ici, pareil, sur la qualification d'école, s'il y a moins de 50% d'écoles qui sont qualifiées, c'est critique. Si le coût par call qualifié est supérieur à 300, c'est critique. Si le time to call est supérieur à 30 jours, c'est critique. Si le nouveau retour sur investissement est inférieur à 1, c'est critique. Et donc, si on a ici l'une des choses critiques, on va être dans une situation de crise. Donc là, on voit que sur ces 2 exemples, on est en situation de crise. Pourquoi là? Parce que le coût par call qualifié est beaucoup trop élevé et que à chaque fois, ici, sur le CA encaissé sur la semaine, il est pas bon en fait. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, OK, peut-être qu'il est pas bon sur une semaine, mais on doit le rattraper la semaine d'après. Donc par exemple, ici, le CA, on n'était pas bon. Mais là, ça s'additionne en fait. Donc ça veut dire qu'ici, pour que ce soit bon, on doit être supérieur à 140 000, à 2 fois 70 000. Et là, on doit être supérieur à 210 000, à 3 fois 70 000. Et donc là, on voit qu'on n'est pas bon en cumulé. Parce que là, du coup, c'est cumulé.
on n'est pas bon. Donc, on n'est pas en situation de crise parce que sur cette semaine-là, on a été bon. On a fait plus de 70 000 de CA. Mais par contre, pourquoi il y a un indicateur rouge? Parce qu'en fait, la cumul ici, si on regarde en bas, bon là, c'est du texte. Du coup, je peux pas voir, je peux pas le voir. Mais on est à moins de 210 000 de chiffre d'affaires ici. Donc ça me permet de savoir le pouls de l'entreprise semaine après semaine. Et puis ensuite, je veux savoir également quel est le pourcentage de pub par rapport au chiffre d'affaires hors taxe année après année. Donc ça veut dire que, par exemple, en 2023, Meta, sur 1 million d'euros, va représenter que 14%. Donc on a dépensé 140 000 pour faire 1 million. OK? Si on attribue 100% des ventes à Meta. Mais ici, je vois que pour faire 3 millions, on a dépensé 23% dans Meta. Et donc, les dépenses augmentent. Donc, on est de moins en moins rentable sur Meta. Mais est-ce que c'est un problème? Peut-être pas, parce que du coup, on fait aussi plus de chiffres. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir si c'est exponentiel ou pas, et il y a des décisions à prendre à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pour le plus général. C'est ce que je regarde absolument chaque semaine, en début de semaine. Et ça me permet directement, en un clin d'œil, de voir les retards, les on-track, les alertes, qu'est-ce qui nous alerte, et etc. Ensuite, l'onglet numéro 2, c'est l'onglet des funnels. Donc, je veux savoir en temps réel quels sont les funnels qui sont actifs, quels sont les funnels qui sont on, quels sont les funnels qui sont off. Chaque semaine, pour chaque tunnel de vente, je veux savoir le spend, le nombre de calls, le coût par call, le retour sur investissement, le nouveau retour sur investissement et le retour sur investissement à 180 jours. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, peut-être que le time to sell est long. Et ensuite, le coût par acquisition. Ensuite, pareil, on a des alertes en fonction de certains seuils de retour sur investissement, de coûts par achat, de coûts par call, etc. Donc, lorsque tu vas récupérer les fichiers, je t'invite, si tu ne comprends pas quelque chose, je t'invite à prendre la formule, d'aller demander dans Claude ou ChatGPT, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit que les alertes ici, elles sont seulement sur le coût par call et le retour sur investissement. Mais on aurait pu en ajouter une pour le coût par achat, pour le New ROAS, pour le nombre de calls sur la semaine, etc. en fonction du spend. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois calibrer une fois. Tu as à le calibrer une fois avec le business de ton client. Et ensuite, on est bon. Donc là, par exemple, on va prendre le V2, ce tunnel BSL V2. On a dépensé 10 000 euros, on a eu 60 calls. Le coût par call a été de du coup 167 euros. On a un bon ROAS. Donc ça veut dire que c'est OK cette semaine-là. OK, le reste, c'est off. Par contre, sur l'offre 2, on a un autre tunnel qui a dépensé. Il est OK aussi. OK, on est bon. Et là, je vois en un clin d'œil quels sont tous les tests de funnel qu'on a en cours, ceux qui sont off, et je peux du coup piloter correctement. Ensuite, on passe à l'onglet événements de conversion. Donc, les événements de conversion, c'est tout ce qui est webinaire, challenge, bootcamp, atelier. Donc, ici, je peux avoir la visu sur les événements passés, les prochains événements qui arrivent très, très prochainement. Et pareil, on a des alertes. Et on a des alertes en temps réel. Par exemple, ici, je vais te mettre un événement pour, on va dire, pour le 15, le 15 mars. Cet événement, il dure 7 jours. On va mettre un budget de 25 000 euros. Je vais peut-être pas te le mettre pour le 15 mars, je vais le mettre pour le 22. OK, donc la campagne marketing dure 7 jours. Ici, du coup, il nous reste 9 jours avant l'événement. Mais en fait, la durée, on va la mettre de 9 jours parce que du coup, on va commencer aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'inscrits et on vise 1000 inscrits. OK, on vise 1000 inscrits. Donc, pour l'instant, ça n'a pas démarré puisque du coup, la date, moins 9 jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça démarrera demain. Donc, je vais juste le faire commencer aujourd'hui. Donc, 10 jours. Donc là, c'est censé commencer aujourd'hui. Et là, on voit que on a 0 inscription et l'objectif, c'est 1000. Et on aurait dû le commencer aujourd'hui. Donc, il aurait dû y avoir des inscriptions. Il aurait dû y avoir des inscriptions puisque c'est dans 9 jours. Et donc là, juste, si on met 100 inscrits, on voit qu'on est on track. Pourquoi? Parce que la durée de la campagne, c'est 10 jours. On a 100 inscrits. Donc, si on continue comme ça, on va atteindre dans 10 jours nos 1000 inscrits. Donc là, on est parfait, on est à 100%. Si je mets qu'on a 200 inscrits, si on continue comme ça, forcément, on est on track de 200%. Donc ça nous permet en fait de voir en fait chaque jour, à chaque fois que je remplis ce fichier, où on en est, si on est bon, si on n'est pas bon, etc. Ensuite, tu as le show-up. Donc le show-up réel, donc par exemple, s'il y a 60 personnes, on est dans le vert. Sinon, tu as une alerte de show-up et après, tu as le CA réalisé.
Donc ça, en fait, ça me permet de piloter les événements, les challenges, etc. Et tu pourrais ici aller encore plus loin si tu fais un challenge et que tu veux piloter le show-up de chaque jour. Tu pourrais justement faire une version modifiée de ça spécialement pour les challenges. Ensuite, on a les A/B tests. Les A/B tests qui sont en cours. Moi, ce qui me saoule en fait dans tous les builders, genre System.io, GoLevel ou peu importe, ce qui me saoule, c'est qu'on ne peut pas voir l'historique des A/B tests. C'est-à-dire exactement à quelle date on a fait une modification, quelle modification on a faite. Et du coup, lier ça aux résultats, ads, aux calls qu'on a eu, la qualité des calls, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, ça serait facile à créer. Et du coup, moi, ce que j'ai créé, un truc tout simple, c'est OK, on fait des tests. C'est quoi les tests qu'on fait ici? Quel est le début, la date du début de test? L'explication, derrière la durée, fin et la variation, et cetera, les winners et la conclusion, tout simplement. Et en fait, tous les tests en cours suivent des variables. Donc tous les tests en cours doivent être testés sur au moins 2000 visiteurs et si c'est un test sur une ABSL, au moins 1000 visiteurs sur ABSL. Les objectifs, c'est de faire un AB test par mois sur un tunnel existant et 2 tests de tunnel de vente complets par an, donc un tous les 6 mois, avec un mois de préparation, et 3 mois de recul, de trafic, et cetera, d'AB test pour essayer de tester le tunnel. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il faut 3 mois de recul? C'est par rapport au time to sell. Ensuite, on a l'onglet média, donc ici, la production média. Donc c'est pour traquer en fait, quel est l'objectif de créative publicitaire par trimestre? OK? Donc on a des créatifs publicitaires. L'objectif, c'est d'en faire, par exemple, ici 75 par trimestre. Donc là, on parle de créa fraîche, donc des nouvelles créas. OK? Et ici, eh bien, je traque les déclinaisons. Quel est le nombre de déclinaisons de ces créas que je veux, pareil, par mois ou par trimestre? Donc là, on était sur 75. D'ailleurs, on voit que là, les chiffres ne sont pas accordés parce que je les avais mis à jour en fonction d'un nouvel objectif qui avait été annoncé. Donc, ça, c'est important également de le traquer pour garder justement la vélocité du business et être tout le temps dans la création de nouvelles créas pour essayer d'identifier de nouvelles winners. Ensuite, la newsletter, hein, super important. Donc là, on va voir la santé de la newsletter avec ici, par exemple, le nombre d'inscrits, le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de désinscrits, la croissance et le churn. Hyper important. La plupart des gens ne suivent pas leur churn. Et en fait, il se peut que tu aies une croissance négative, que tu aies plus de personnes qui se désinscrivent que de personnes qui s'inscrivent. Et c'est important d'aller explorer ça. Donc là, on traque pas mal de choses. On traque la santé de la newsletter. On traque ici la performance de certains mails sur une période quand on en a besoin avec des remarques. Et puis, la séquence de bienvenue. La séquence de bienvenue, c'est hyper important de traquer le nombre de nouvelles personnes et le nombre de personnes qui arrivent enfin. Parce que du coup, tu peux faire beaucoup de pubs, avoir plein de personnes qui rentrent et te dire: «Ouais, c'est bon, j'ai plein de gens qui rentrent et tout». Sauf que 100 des personnes se désinscrivent dans ta séquence, de welcome et finalement, tu pas de nouvelles personnes sur ta liste qui voient ta newsletter. Donc ça, c'est important de traquer ça. C'est important de traquer les appels bookés également. Ensuite, les broadcasts. Les broadcasts, c'est la newsletter, donc c'est suivi de chaque mail avec la date, avec du coup les liens. Ici, donc nous, on utilise un lien qui est traqué avec Aeros. Donc on traque chaque lien pour pouvoir ensuite voir quel mail a booké combien de calls, ensuite le CA généré et voir en fait, quels sont les meilleurs mails. Donc là, on voit qu'on ne traque pas forcément le taux d'ouverture et cetera, on veut vraiment traquer les ventes. Ensuite, sur Instagram, ici, on check le nombre d'abonnés, le nombre de calls bookés sur chaque semaine, le nombre de calls qualifiés et le CA réalisé. Pareil. Après, du coup, on est capable de prendre les meilleures semaines, voir ce qu'on a fait et pouvoir le reproduire. Ensuite, en termes d'alerte, le centre de contrôle, ici, c'est un dashboard qui centralise en fait un peu toute l'historique des 16 dernières semaines. Donc, les alertes critiques, ici, les alertes, attention à cette semaine. Donc, on voit un peu ici tous les KPI qui me mettent en alerte rouge ou en alerte orange. Et ensuite, en fonction de ces alertes, ici, eh bien, il y a des actions à suivre. On voit que ici, eh bien, j'ai tout l'historique de le pulse. Donc ici, les alertes historiques. C'est-à-dire que quand j'arrive à la fin des 16 semaines, bim, je vais venir ici les mettre. Et comme ça, j'aurai toute l'année une visu des alertes de toute l'année. Et si on est en mode crise, du coup, j'ai un message qui va m'aider directement à dire, OK, on est en mode crise, voici le nombre de leads, etc. Comme ça, je pilote. Là, j'ai pas forcément à réfléchir aux solutions. Donc là, je suis vraiment en mode pilote. Le but, c'est de piloter. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer dans une seconde phase où je suis plus en mode stratégique, réflexion,
ou exécution selon les différents plans. Ok, passons maintenant au deuxième playbook dashboard. Donc celui-ci, eh bien, c'est mon dashboard personnel qui me permet de voir le planning de l'année, le planning marketing, les projets du trimestre, les réunions et comment est-ce que je les anime ici avec l'archive des réunions, mes notes privées, les feedbacks à préparer et la veille et la stratégie. Donc, on va commencer par le planning de l'année. Le planning de l'année, eh bien, c'est vraiment super important puisque ça te permet ici d'avoir une stratégie, un calendrier marketing et de t'y tenir. Donc, par exemple, ce qui va être important, c'est de voir ici, bon, janvier, je sais qu'on va préparer le webinaire de janvier et qu'on va le faire. Il n'y a rien d'autre en termes de gros chantiers à réaliser pour générer de la croissance. En termes de campagne marketing, je parle en dehors de tout le day-to-day et du pilotage et de l'amélioration continue, etc. Donc ça, du coup, début janvier, je sais qu'on va faire ça. Ensuite, en janvier, je sais que je vais préparer le webinaire de janvier, mais je ne vais pas faire que ça, puisque en janvier, on va préparer également le challenge de février. Puisque pour préparer le challenge de février, on ne peut pas s'y prendre en février, il faut s'y prendre en avance pour identifier la big idea, pour identifier quel va être le message, quel va être le budget, quelle va être la stratégie, qui va l'animer, qu'est-ce qu'on va dire. Enfin, un challenge, ça prend plus de temps à préparer, donc on va le préparer en janvier pour février. En mars, par exemple, je sais que si en juin, par exemple, j'ai un événement en présentiel, eh ben, je sais que en mars, je vais préparer, par exemple, la liste de tous les clients qui vont être présents à cet événement pour voir, en fait, qui j'upsell, à qui je fais une offre spéciale pour justement rentabiliser, cet événement ou profiter du fait qu'on se voit en présentiel pour aller faire du chiffre et cetera. Donc, ça, en fait, c'est, quelque chose que je vais prévoir en avance, le temps de faire la liste des clients, le temps de voir leurs besoins, le temps d'aller leur parler et cetera et donc, voilà. Du coup, je sais que je vais pas le faire, ça en juin pour juin, quoi. Ensuite, du coup, forcément, chaque projet se découpe en trimestres. Ici, on a tous les projets du trimestre, donc avec, les différentes, réunions s'il y en a, les objectifs, les missions, les responsables, les deadlines et cetera. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a de plus classique, mais qui permet du coup d'avoir une vue sur: «OK, je centralise tout au même endroit, je sais qu'en termes d'objectifs, on va avoir ça et en termes de mission, ça va impliquer ça». Ensuite, réunion. Réunion, c'est important et la plupart des gens n'ont pas ce genre de template ultra simple. Donc, moi, ça me sert en fait surtout à leader la réunion avec efficacité et surtout en restant toujours centré sur l'objectif de la réunion, quels sont les sujets de la réunion et de cadrer la réunion. Donc, ici, on voit que comment est-ce que j'anime une réunion? Je review les projets de la semaine dernière. Pourquoi est-ce que je fais ça en tout premier? Parce qu'en fait, la plupart des réunions, comment elles se passent? Tu vas arriver, tu vas parler de sujets et certains sujets, vous allez pas avoir la réponse. Vous allez dire: «OK, on verra ça la semaine prochaine». Sauf que la semaine prochaine, vous avez d'autres sujets urgents à voir ou d'autres trucs et de nouveaux sujets et en fait, vous oubliez à chaque réunion les trucs que vous avez postpone, que vous avez déplacés aux réunions, d'avant et donc finalement, on se retrouve à avoir une boîte qui est inefficace où, on oublie tout et c'est que des paroles en l'air, tu vois? Donc là, en fait, la première chose que je fais, c'est de review. OK, la semaine dernière, on a dit qu'on ferait ça, ça, ça. On en est où, en fait? Tu vois? Accountability. On en est où? Et sur les trucs qu'on a dit qu'on le verrait cette semaine, par exemple, la semaine du reporté, semaine du 12, OK. On en est où, maintenant, quoi? On en est où maintenant? Là, par exemple, sur des réunions, on peut voir, OK, le cash collecté, est-ce qu'on fait une offre spéciale? Trouver la big idea, justement, d'un événement par rapport au planning que je t'ai donné. Budget de l'événement avec la date, la date de lancement et cetera. Ah oui, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que ici, tu as marqué playbook. Donc playbook, en fait, ce sont des documents qui permettent, en fait, de préparer un webinaire sans avoir à réfléchir, juste en ayant une checklist, de cases à cocher, de choses à faire et du coup, qui fait que, n'importe qui dans l'équipe peut réaliser le webinaire en suivant cette checklist et ça permet également d'avoir un rétex. Donc c'est-à-dire un rétex, c'est un retour d'expérience qui permet d'en fait, d'à chaque fois, améliorer le playbook. Donc tu vois, c'est en lien. Donc tu as ton playbook, tu le suis, il y a des choses qui se passent mal pendant l'événement et cetera. Tu fais un rétex, tu améliores le playbook et la prochaine fois, les erreurs ne seront plus, faites. Ensuite, comment est-ce que j'anime la réunion? Je regarde on en est au niveau chiffres. Donc évidemment, c'est facile puisque j'ai déjà toutes les datas dans le Pulse. Donc moi, je connais les chiffres. Je connais les chiffres en détail ici, grâce à ça et je connais, les chiffres de la boîte ici. Ensuite, je regarde où on en est sur les objectifs du trimestre. Donc je regarde par rapport à ici, OK, les projets, où on en est et cetera et enfin, j'en viens au sujet du jour avec des décisions, des actions. Quelle est la deadline
Ça, hyper important, la plupart des gens ne font pas ça, mais c'est ce qui fait la différence entre une boîte qui avance et une boîte qui stagne. Ensuite, eh bien, cette, réunion, tu vois, là, les sujets du jour, boum, je copie et je le mets ici dans les archives. Donc en gros, tout ça là, de la ligne 8 au sujet du jour, je copie et je vais le mettre dans les archives. Donc tu vois, dans les archives, ici, on a du coup réunion 1, ensuite on a un trait, ensuite on a réunion 2 avec la date, ensuite on a un autre trait et là tu copies-colles réunion 3, réunion 4, et cetera et donc tu as les archives, tu sais ce qui a été dit, ce sur quoi vous êtes engagé, tu as tout l'historique. Ensuite ici, j'ai mon note équipe privée, donc c'est confidentiel, donc c'est vraiment mes observations sur telle personne, mes feedbacks que j'ai envie de lui faire, les actions, à entreprendre. Donc voilà, j'ai une liste de l'équipe avec, tout ce que j'ai envie de partager et de dire pour ensuite le faire et je prépare ensuite, ces feedbacks ici, tout en faisant en sorte qu'il y ait 2 positifs pour un correctif. Donc moi, j'aime bien la stratégie du sandwich. On commence par le positif, on fait la remarque, le feedback d'amélioration et on termine par un positif et après je réfléchis un peu à comment le dire et si je l'ai donné. On peut voir ici qu'on a un ratio, au fond, ça je le regarde pas, hein, je regarde pas s'il y a vraiment un ratio, mais je suis pas aussi, data oriented que ça. En tout cas, je trouve que c'est important de réfléchir à la manière dont on donne le feedback et enfin, la veille et la stratégie. J'essaye de faire de la veille quotidienne, donc au moins 15 minutes et noter en fait, noter un peu les patterns identifiés, ce que j'ai envie de tester chez le client, les idées stratégiques ici, si j'ai eu des échanges et cetera, qu'est-ce que ça a donné comme action? Quels sont les insights, les learnings? Si j'échange avec mon réseau pro et aussi, je note un peu les learnings, ce que j'aimerais appliquer et cetera. J'explore également de nouvelles verticales, donc ça, c'est plutôt chaque mois. Par exemple, je vais analyser, le marché ou je vais analyser une nouvelle niche, je vais voir s'il y a des opportunités. Justement parce que la valeur d'un marketeur, c'est d'identifier les risques futurs et les opportunités qui permettraient, au business d'aller plus loin. Et enfin, j'essaye de voir, l'équipe, en présentiel, un certain nombre de fois par an. Maintenant, tout ça, c'est pas parfait. C'est, comme tu peux le voir sur du Excel, sur du, Google Sheet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 fichiers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 9 onglets qui sont tous séparés. Tout ça, c'est très cadré et je vais te partager des vrais soucis à ça, mais je vais également te partager les faux soucis. Le faux souci, c'est que peut-être que tu te demandes: «Ah mais Xarius, est-ce que c'est toi qui remplis ça, ces données à la main, manuellement chaque lundi et cetera? Ou est-ce que c'est un ou une assistante?» La réponse, c'est que oui, c'est moi. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je fais ça à la main, remplir dans un Google Sheet? Eh bien, parce que ça me permet de rester connecté au business et au terrain et à ce qui se passe. J'ai testé de le déléguer, j'ai testé d'automatiser et en fait, quand j'ai juste un fichier et que je regarde les trucs comme ça, je suis pas dedans, en fait. Je suis juste pas dedans. J'ai besoin de me plonger dedans et de mettre les mains dedans et de voir les choses et de comprendre les patterns et de se dire: «Ah tiens, c'est intéressant, là, je viens de remplir cette data et je me souviens que j'ai rempli aussi cette data et ah tiens, je fais un lien» et là, ça me met dedans et ça me plonge dans le business. Que si c'est déjà rempli, OK, je vais regarder et tout, je vais dire ça, 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 mais je trouve que je deviens un consultant qui voit de manière, globale la boîte, mais j'ai besoin d'avoir les mains dedans pour être pleinement engagé. Donc oui, c'est moi qui ai rempli ça et c'est fait exprès. C'est assumé, c'est de ma pleine volonté. Par contre, il y a des vrais problèmes. Le premier problème, moi, que je vois, c'est que, tu vois, ici, c'est des formules. C'est des formules et donc, si je veux mettre à jour la règle, si je veux recomprendre la règle que j'avais mis à un moment donné, c'est pas ultra maintenable. C'est un peu chiant, ça peut très vite se casser et ça peut très vite, partir en couille. Typiquement, si j'ai une erreur, faut que j'aille diagnostiquer directement. Donc ça, c'est un peu chiant. Le deuxième truc chiant, c'est que, ici, j'aimerais pouvoir partager, des onglets seulement aux équipes qui sont, concernées par ces onglets. Donc par exemple, je veux pas forcément que l'agence Instagram, elle ait accès, au pulse du business, par exemple et c'est pas possible sur Google Sheet ou alors il faudrait que j'ai, 9 sheets, que je pilote avec 9 sheets et que je donne accès à chaque personne qui gère, les différents, sous-pôles. Je donnerai accès, aux différents sheets. C'est un peu relou comme, manière de fonctionner et le troisième truc que je trouve dommage, c'est que c'est du Google Sheet et donc en termes de beauté, de design, peut mieux faire. Franchement, c'est très efficace, ça permet de piloter, tu as tout au même endroit. Moi, je trouve ça incroyable comme outil. De manière générale, cet outil-là que j'ai créé, que tu vas pouvoir récupérer dans la description, mais c'est pas ultra beau. C'est pas ultra, ultra beau. Voici comment est-ce que
je procéderais si je devais le refaire ou l'améliorer? Si je devais l'améliorer, déjà, je pense que je partirais directement sur une base de données. Donc aujourd'hui, avec les outils Claude Code, Lovable et d'autres qui vont arriver dans le futur, bah, en fait, je trouve que, travailler sur Google Sheets, c'est arriéré, en fait. C'est juste old school, tout simplement. Une base de données, c'est beaucoup plus maintenable dans le temps et tu peux afficher les données comme tu les veux. Tu peux croiser les données de manière plus simple et cetera. Donc je travaillerai avec une vraie base de données et du coup, je créerai un dashboard où je donnerai, ce fichier-là à mon outil pour coder, pour faire une application et je lui dirai: «OK, à partir de ça, bah, du coup, crée-moi une base de données complète où je vais pouvoir rentrer toutes ces informations sur un dashboard» et derrière, une fois que j'ai la base de données, bah, j'ai tout parce que j'ai juste à afficher de la manière dont je veux toutes ces informations. Donc, je créerais déjà une base de données et derrière, bah, du coup, j'aurais une application qui m'afficherait des visuels beaucoup plus sympas et je pourrais avoir des fonctionnalités, je pourrais avoir des filtres, je pourrais avoir des mails qui s'envoient automatiquement en fonction de certaines alertes, je pourrais faire mes calculs différemment, je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc voilà ce que je créerais avec l'IA. Une vraie base de données, un vrai dashboard et derrière, je pense que l'envie serait trop forte de connecter toutes les sources de data à mon outil de dashboard pour pouvoir, bah, dire juste pas forcément tout à avoir à remplir manuellement. Je sais, je viens de dire l'inverse, mais je pense que je finirais par craquer. Je voudrais avoir la possibilité de rentrer manuellement ou me connecter aux sources de data directes et donc je créerais probablement une fonctionnalité pour, certaines semaines, j'appuie sur un bouton et tout se remplit et puis d'autres semaines où je sens que je suis un peu déconnecté du business et cetera et j'ai besoin vraiment de me remettre dedans. Bah, j'irai chercher ces datas à la main, tu vois, par exemple. Maintenant, si tu veux récupérer ces fichiers, clique sur le lien dans la description. J'espère que tu vas gagner du temps dans ton pilotage marketing et que tu vas scaler des boîtes à plusieurs millions grâce à cet outil. Si tu as aimé, mets un like à cette vidéo et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Xarius. Ciao.